Alors, je vais commencer par une étude sur l'hépatite B, qui est une étude épidémiologique publiée dans le Lancet cette année, qui provient de l'Observatoire Polaris. Le but de cette étude, c'était, à partir d'une technique de modélisation, de préciser la prévalence par région et par pays de l'antigène HBs en 2016, et également l'effet de la prophylaxie, l'effet du traitement sur la charge liée à l'hépatite B dans 120 pays. Et pour cela, les auteurs se sont des données actualisées de diagnostic de prophylaxie et des données sur le traitement, la disponibilité et l'accessibilité dans ces différents pays, et également des interviews d'experts dans ces différentes régions. Alors, ce qu'on voit sur la carte, c'est que, comme attendu, la prévalence est la plus importante dans deux régions du monde qui sont l'Asie et l'Afrique. Et vous voyez également qu'on manque de données d'épidémiologie dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est de regarder en fait la cascade de soins. Et j'ai repris trois exemples. Vous pouvez trouver tous les exemples sur le site de l'Observatoire Polaris. Trois exemples qui sont la Chine, Madagascar et la France. Alors, vous voyez sur chacun de ces diagrammes en bordeaux le nombre de personnes atteintes par l'hépatite B chronique. En rose, le nombre de personnes atteintes et ayant besoin d'un traitement. En vert foncé, le nombre de personnes diagnostiquées. En vert clair, le nombre de personnes diagnostiquées et ayant besoin d'un traitement. Et en bleu, le nombre de patients traités. Donc vous voyez qu'il y a de grandes différences entre ces différentes colonnes. Et en particulier, en Chine, il y a des patients qui sont traités, bien sûr, mais il y a beaucoup moins de patients traités que de patients qui devraient être traités. En Chine, il y a des programmes de prophylaxie, de diagnostic et de traitement, ce qui n'est pas le cas à Madagascar pour des raisons financières. Et là, on voit qu'il n'y a pas de patients diagnostiqués et pas de patients traités. Alors en France, on a plus de moyens financiers et les hépatites virales sont une priorité dans le programme de santé. Cependant, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les patients qui constituent la colonne rose, c'est-à-dire les patients qui sont diagnostiqués et qui ont besoin d'un traitement, par rapport à la colonne bleue qui représente les patients traités. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que la prévalence globale était d'environ 4%, ce qui représente presque 300 millions de personnes, avec seulement 10% des patients diagnostiqués, donc il reste encore 90% des patients à diagnostiquer. Sur ces presque 300 millions de personnes, un tiers d'entre eux presque ont besoin d'un traitement, mais seulement 5% de ces 94 millions de patients sont actuellement traités. Et un autre chiffre extrêmement important, c'est la prévalence chez les enfants de moins de 5 ans. 1,4% des enfants de moins de 5 ans dans le monde sont infectés par l'hépatite B, ce qui représente 2 millions d'enfants, et 87% d'entre eux ont reçu un vaccin, mais trop tard, pour prévenir en fait, la transmission materno-fétale. Ils ont été vaccinés dans leur première année de vie, mais seulement 46% ont été vaccinés dès le jour de la naissance, et seulement 13% d'entre eux ont reçu les immunoglobulines anti-HBs. Et à cela, il faut rajouter que la prévention de la transmission materno-fétale, comme elle est recommandée par analogue chez les mères ayant une virémie importante, n'est effectuée dans le monde que chez 1% des mères infectées. Donc il y a vraiment un gap sur cette prise en charge. C'est un constat terrible, là on est bien loin de l'élimination du coup pour le B. Et est-ce que tu peux faire un commentaire sur le papier qui a été publié dans New England justement pour la transmission materno-fétale et le traitement pendant la grossesse ? Oui, tout à fait. Donc, ce papier a présenté les résultats d'une étude thaïlandaise. Donc c'était une étude randomisée contre placebo. 300 mères avec une virémie supérieure à 8 log. La moitié ont été traitées par tenofovir et l'autre moitié recevait du placebo. Et ils ont regardé à 6 mois de vie des enfants quel était le pourcentage d'antigènes HBs positifs. Et ces pourcentages étaient de 2% dans le groupe non traité, enfin des mères non traitées, et 0% dans le groupe des mères traitées. Mais la grosse différence, c'est que dans cette étude, tous les enfants recevaient une vaccination dès le premier jour de vie et des immunoglobulines HBs. Donc on n'est pas du tout en fait, dans le même contexte. Alors, deuxième étude, l'hépatite C. Là, on est encore dans l'élimination. Donc, je rappelle, l'élimination, ce n'est pas l'éradication. L'élimination est constituée par le fait de diminuer la mortalité de 90% et de diminuer l'incidence de 90% et la mortalité de 65%. Et dans ces deux études, une d'Effernan et l'autre de Sylvie de Fick,
L'objectif, c'était de réaliser des analyses de coût-efficacité grâce à des modèles mathématiques en comparant différentes stratégies d'élimination qui comprenaient l'augmentation du dépistage et le fait de traiter les patients tout de suite dans les 2 études. Et en plus, ils ont pris en compte le fait d'assurer la sécurité des produits sanguins et la prévention des infections chez les usagers de drogue dans la première étude. Donc la première étude, en fait, est une étude internationale qui a été réalisée dans 190 pays. Et on voit sur les courbes que la latitude qui permet au maximum de diminuer la mortalité et l'incidence, ça va être de dépister la population générale et de traiter tous les patients dépistés. En fait, l'étude de Sylvie Defic, qui a été réalisée de façon plus spécifique sur la population française, retrouve à peu près les mêmes résultats avec d'autres techniques. Donc, elle va comparer plusieurs stratégies, surtout de dépistage, et la stratégie de dépistage qui aura le meilleur rapport coût-efficacité, vous voyez sur la courbe qui est plus foncée, ça va être le fait de dépister toute la population sans se limiter aux facteurs de risque et sans se limiter ni à des populations en fonction du sexe et en fonction de l'âge. Et cette attitude est d'autant plus coût-efficace qu'on va traiter les patients et qu'on va les traiter avec un délai bref, c'est-à-dire 1 an après le diagnostic. Donc la conclusion de ces 2 études, c'est que l'élimination de l'infection par le VHC repose au niveau national comme international sur le dépistage et l'amélioration de l'accès au traitement. Et bien sûr, à ça, il faut associer également l'augmentation de l'accès au traitement substitutif des opioïdes et à l'usage, au matériel à usage unique chez les patients usagers de drogue. Alors la 3e étude est une étude qui a pour objectif de regarder quel est le pronostic à moyen terme des patients ayant un traitement par antiviraux direct pour une hépatite C. On ne va pas revenir sur l'efficacité en termes de réponse virologique soutenue, puisque ça concerne 95% des patients qui sont traités, mais la question qui restait encore non résolue, c'était de savoir quel était l'impact de ces traitements sur la mortalité et surtout sur le carcinome hépatocellulaire et les décompensations de cirrhose, qui sont les 2 causes principales de mortalité. Pour cela, la cohorte hépataire qui est promue par l'ANRS a permis d'analyser l'impact des antiviraux directs sur ces 3 complications chez près de 1000 patients dont les 3/4 étaient traités et ont été suivis pendant 33 mois. Alors on voit sur les 3 courbes supérieures que si on réalise une analyse brute, on va retrouver une association entre le fait d'être traité par des antiviraux directs et une diminution de la survie, une augmentation du carcinome hépatocellulaire sur la ligne rouge et une augmentation également de la survenue de décompensation de cirrhose. Mais attention, il faut savoir que les patients qui étaient traités correspondaient aux conditions de remboursement et donc étaient majoritairement des patients cirrhotiques, pré-cirrhotiques ou avec des facteurs de risque d'évolution rapide. Donc l'analyse a été réalisé après ajustement sur les variables qui différenciaient les patients traités et les patients non traités, que vous voyez sur la droite. Par exemple, consommation d'alcool, diabète, HTA, fibrose, génotype. Et lorsqu'on ajuste cette analyse, on voit qu'au contraire, on va inverser la tendance, c'est-à-dire que le fait d'être traité par antiviraux directs va améliorer la survie sans carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire diminuer l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Par contre, il n'y avait pas de différence significative en termes de décompensation de cirrhose. Donc finalement, le traitement par antiviraux directs dans cette étude était bien associé à une diminution de la mortalité, une diminution de l'incidence du carcinome hépatocellulaire, et donc ça prouve le bénéfice du traitement chez tous les patients. Ces travaux mettent un terme à la polémique sur l'augmentation du risque de cancer du foie, et quand on résume ces 2 plaques, c'est que ça plaide pour le traitement universel, ce qui est le cas actuellement en France. Le dépistage, c'est encore un petit peu plus mou là, sur la notion de dépistage universel, en tout cas de tout adulte, au moins une fois dans sa vie. C'est ça, c'est ce qui est recommandé par la FEF, c'est que toute personne ait un dépistage au moins une fois dans sa vie, et bien sûr plus il y a des facteurs de risque de recontamination. Pour l'instant, c'est malheureusement difficile de le mettre en marche, étant donné qu'on n'a pas de remboursement à 100% des dépistages.
Et donc il faut vraiment expliquer, motiver la population générale et le corps médical en faveur d'un dépistage. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la campagne grand public que vous avez probablement vu à la fin de l'année dernière. Alors, le fait qu'on puisse traiter de façon efficace et rapide les patients ayant une hépatite C va entraîner un possible changement conceptuel dans la greffe. La question est la suivante, est-ce qu'on peut utiliser des greffons rénaux qui sont infectés par le virus de l'hépatite C, soit chez des patients qui ont déjà l'hépatite C, soit même éventuellement chez des patients qui sont non infectés par l'hépatite C, sachant qu'on peut les traiter après la transplantation. Il y a maintenant des combinaisons qui permettent de traiter les patients en dialyse et des combinaisons qui permettent de traiter les patients après la greffe avec toujours la même efficacité et une bonne tolérance. Donc là, il y a eu 3 études qui ont été publiées dans Annals of Internal Medicine. La deuxième, celle de Rees, reprenant les résultats de celle de Durand. Donc ces 2 premières études ont pour but d'analyser le pronostic 12 mois après une transplantation rénale chez des patients qui étaient soit infectés, soit non infectés, mais qui recevaient tous un greffon infecté. Et donc les auteurs ont regardé le débit de filtration glomérulaire estimé à 6 mois et à 12 mois après ce type de greffe. Et ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui étaient greffés avec un greffon infecté chez des receveurs infectés, les patients qui recevaient un greffon infecté chez des patients non infectés, et ils avaient également un groupe contrôle, 5 sur 1, de patients qui recevaient un greffon non infecté et qui étaient eux-mêmes non infectés. Donc en fait, il n'y a pas de perte de chance, si c'est nécessaire, de greffer, de transplanter avec un greffon infecté un patient qui en a besoin. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, tout ça est à rapporter également à la 3e étude, qui est celle d'Ekman, qui est une étude de coût-efficacité. C'est un modèle mathématique qui a pour but de comparer 2 stratégies. La première, c'est de greffer le patient infecté par un greffon infecté, ou au contraire, de traiter le patient en dialyse et ensuite de le greffer avec un greffon non infecté. Et finalement, en termes d'espérance de vie et de qualité de vie, la stratégie qui a le plus d'efficacité, en termes de coût-efficacité, qualité de vie, espérance de vie, ça va être le fait de greffer d'abord le patient et de le traiter après. Et ça, c'est une réponse à une question qu'on se pose souvent. Et dans ta pratique, justement, tu as senti des réticences de certains médecins ou de certains patients à recevoir un greffon infecté ou... Alors, plus des patients que des médecins, donc pour l'instant c'est quelque chose qui se fait de façon minime, mais pour certains patients qui sont sur liste de greffe rénale depuis 4 à 5 ans et qui sont en dialyse depuis 4 à 5 ans, je pense que ces patients-là seront sensibles à ces arguments et s'il n'y a pas de perte, il y a plus de perte de chance pour eux en fait de rester en dialyse que d'être greffés. Voilà. Donc si on sait leur expliquer, je pense qu'on peut disposer de greffons plus rapidement pour eux. Alors ensuite, l'hépatite D. Donc l'hépatite D, comme on le sait, est génératrice d'un grand nombre de cirrhoses et de cirrhoses à un âge plus jeune, puisque les patients qui ont une cirrhose B delta sont environ 10 ans plus jeunes que les patients qui ont une cirrhose B. Et si on sait correctement traiter l'hépatite B et l'hépatite C, pour l'hépatite D, par contre, on a relativement peu de possibilités thérapeutiques en dehors de l'interféron, qui n'est pas très efficace et qui est mal toléré. Donc, il y a une étude qui a été réalisée avec le lonafarnib, qui est un inhibiteur de prénylation, qui a montré une efficacité sur la diminution de l'ARN delta et sur la normalisation des transaminases, dans une étude avec 5 bras, 5 schémas thérapeutiques différents qui sont notés là. Donc, il y a 3 bras de monothérapie par lonafarnib, donc 400 mg par jour, 600 mg par jour et 300 mg par jour, sachant que le plus efficace, c'était le bras avec des fortes doses, 300 mg 2 fois par jour, mais ce bras était aussi marqué par des problèmes de tolérance importantes et surtout des troubles digestifs qui limitaient en fait la poursuite du traitement. Il y a 2 autres bras très intéressants qui étaient ceux associant le lonafarnib à faible dose, 100 mg 2 fois par jour, avec soit l'interféron, soit le ritonavir. Le ritonavir permettant en fait d'augmenter la concentration plasmatique de lonafarnib avec des faibles doses prises de lonafarnib, et en fait on avait une bonne efficacité avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc c'est probablement vers cela qu'on va
se diriger. Et donc là, vous voyez sur le graphique en haut l'efficacité sur l'ARN delta du bras lonafarnib-ritonavir. Sur les deux graphiques du bas, l'efficacité toujours sur l'ARN delta et sur les transaminases du lonafarnib associées à l'interféron. Et puis entre les deux, vous voyez une courbe sur la concentration du lonafarnib dans le bras associé au ritonavir. Et on voit qu'il y a un décalage et donc une augmentation de cette concentration de lonafarnib. Donc ça, c'est une piste intéressante. On a entendu parler du Mircludex aussi, le développement. Il n'y a pas d'association, pas d'études associant les deux pour le moment, mais le Mircludex, on a des nouvelles sur son développement? Alors, le développement est suivant. Il va y avoir une étude de phase 2B qui va être ouverte prochainement dans plusieurs pays européens et en Russie, à ma connaissance, où on pourra utiliser le Mircludex. Et il y a aussi une ATU de cohorte qui a été demandée par la firme pharmaceutique à l'Agence du médicament. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est une piste et on espère qu'on pourra traiter les patients qui sont en échec d'interféron principalement par Mircludex à moyen terme. Donc des espoirs à court terme, moyen terme, pour les malades affectés par le delta. Voilà, sur l'année 2019. Alors, une dernière sur l'hépatite E, puisque je suis l'ordre alphabétique. Donc, l'hépatite E, maintenant, a pris suffisamment d'ampleur pour avoir fait l'objet de recommandations internationales par le ASL. Et dans ces recommandations internationales, était noté que chez les patients qui avaient une hépatite E chronique, qu'on traitait par ribavirine pendant 12 semaines, si la PCR-E était encore détectable soit dans le sang, soit dans les selles, il fallait peut-être continuer le traitement jusqu'à la 24e semaine. Mais cette recommandation a été donnée avec un faible grade qui était C2. Pour essayer d'approfondir ce point, l'étude toulousaine, qui est très en avance sur le sujet, a publié un article qui avait pour objectif de regarder le devenir de 13 patients transplantés rénaux qui étaient dans ce contexte, c'est-à-dire après 12 semaines de traitement, un ARN VHE indétectable dans le sang et un ARN VHE détectable dans les selles. Alors, jusqu'en 2014, cette équipe arrêtait le traitement chez tous les patients à la 12e semaine, alors qu'après 2014, ils avaient changé d'attitude et ils continuaient le traitement jusqu'à la 24e semaine. Quand on regarde les résultats en termes de réponse virologique soutenue, on voit que si on arrête le traitement à 12 semaines chez ces patients-là, on a 0% de réponse virologique soutenue. Si on continue jusqu'à la 24e semaine, on va obtenir 86% de réponse virologique soutenue. C'est bien sûr des résultats qui concernent des petits effectifs, mais ce sont des résultats intéressants qui confirment en fait les recommandations de l'EASL.